Bonjour à tout le monde. Je remercie les organisateurs pour l'invitation. Nous proposons en fait une recherche un peu particulière qui vient du domaine de la recherche en art vivant. Et donc c'est une intervention un peu particulière par rapport aux autres interventions de la conférence, mais qui néanmoins pose des points de convergence, surtout avec les dernières interventions qui ont été proposées. D'abord, je me présente d'abord, je suis doctorant en musique à la faculté des lettres de Nice. Federica Fratagnoli, ma collègue, est maître de conférences en danse, toujours à la faculté des lettres. À partir de l'année dernière, on a commencé une recherche concernant l'utilisation du numérique dans le cadre de la pédagogie de la danse. Quand je parle des numériques, je fais référence en particulier à la technologie interactive. On utilise des technologies qu'on a vues tout à l'heure, donc plus ou moins les mêmes technologies. En particulier, le cadre de l'expérimentation, c'est des cours d'analyse du mouvement, dans le cadre de l'analyse du mouvement pour la danse. Je vais d'abord dire un mot sur l'approche générale, que c'est une approche écologique qui fait référence à les théories de l'affordance de Gibson, c'est-à-dire on conçoit les mouvements pas comme les résultats d'une intentionnalité, pas seulement comme les résultats d'un processus cognitif, mais comme vraiment les médiateurs entre la représentation interne et l'environnement. Oui, deux autres mots toujours sur l'approche et sur la construction du dispositif pédagogique et sur les dispositifs numériques. Il y a, disons, deux paradigmes que nous utilisons en partant de la réflexion écologique. D'abord, une réflexion sur la nature incorporée de la perception, ce qui comporte le fait que les exercices qui sont proposés aux étudiants ne sont pas des exercices conçus pour tester les dispositifs numériques, mais ils sont des dispositifs qui sont adaptés au contexte pédagogique et donc qu'ils sont construits en fonction du but pédagogique de l'exercice. Deuxièmement, la question de la nature multimodale de la perception. Ça concerne notamment le design sonore, c'est-à-dire quel genre de sonorités on va composer pour l'exercice spécifique. Et là, on a plus ou moins de principes que j'utilise dans cette pratique de construction sonore, c'est-à-dire la finalité pédagogique, quel genre de sonorité convient à un certain exercice, et deuxièmement, la cohérence perceptive entre son et mouvement, c'est-à-dire quelles sont les analogies possibles entre la matière corporelle et la matière sonore. Je laisse la parole à ma collègue Federica. Oui, juste on s'est partagé un peu la présentation. Je vais vous présenter... on a décidé de vous présenter en fait des exercices parmi les exercices qu'on a proposés aux étudiants parce qu'il nous semblait ceux qui pouvaient parler plus dans ces contextes. Et avant de les présenter, juste faire référence un peu aux dispositifs pédagogiques qu'on a utilisés et qu'on retrouve très souvent dans les exercices qu'on propose en danse, en analyse du mouvement notamment, et qui se base vraiment sur cette forme de comparaison sensorimotrice entre un avant et un après de l'expérience. Et très souvent, entre l'avant et l'après, il y a, disons, on va essayer de travailler sur quelques éléments précis, sensorimoteurs, qui permet en fait après une réorganisation de l'ensemble de la coordination, de l'imaginaire et de l'exécution du geste.
Et à l'intérieur en fait, de ces expériences, on a généralement utilisé les capteurs du mouvement dans un deuxième moment, justement pour voir, essayer de comprendre de quelle manière ces feedbacks sonores qui étaient produits par les capteurs sur l'exercice pouvaient justement affecter les mouvements et l'imaginaire. Juste une petite précision, on a en fait demandé aux étudiantes, à chaque fois il y a un moment de partage par rapport à ce qu'elles ont traversé, ce qu'elles ont vécu. Et on a demandé aussi un cahier des bords et on fera, parce que les cours viennent de terminer, des entretiens spécifiques, voire des entretiens d'auto-explicitation aussi, par rapport à ce qu'elles ont traversé. On va vous présenter brièvement les premiers exercices qui portent donc sur la question de la sensorimotricité à partir de l'utilisation d'objets. Donc on a repris quelques images pour que vous puissiez comprendre ce qu'on a fait et, disons, la démarche. Donc, dans ces premiers exercices, on a fait travailler les étudiantes avec des objets. On a amené des objets avec des textures, des formes différentes. On leur a demandé, en fait, dans un état de, disons, de déconcentration, de tester l'objet et travailler l'objet davantage dans un premier moment au niveau de, disons, des mains. Et d'intégrer en fait toute une série d'informations provenant de l'objet. Donc la qualité, justement, la texture, quel type de gestes était induit pour la personne par rapport à l'objet, etc. Et dans un deuxième moment, on a demandé aux étudiants de laisser l'objet de côté et de retrouver, réexpérimenter en dehors de la présence de l'objet ses gestes et ses qualités et les qualités des mouvements qu'elles avaient traversés avec l'objet. L'idée, c'était en fait de transposer aussi cette qualité des mouvements non seulement au niveau de, bien évidemment, des mains et de l'appréhension, mais dans d'autres parties du corps et voir comment cette qualité motrice, cet état des corps qui était déclenché par l'objet, pouvait traverser en fait les corps des personnes. Donc, on a, dans un deuxième moment, reproposé en fait ces mêmes dispositifs avec des capteurs. Je laisse Andrea présenter les capteurs qu'on a utilisés. Oui, alors dans cet exercice, on utilise de manière combinée de capteurs différents. Il y a un capteur des positions, c'est la bague sur la main de l'étudiant. C'est un capteur qui donne accès à la rotation triaxiale de la masse inertielle contenue dans les capteurs. Et les bracelets, que c'est le Mio Armband qu'on a vu tout à l'heure, donc qui permet d'enregistrer les signaux électriques à la base de la contraction musculaire. Les deux, ils sont utilisés de manière combinée pour modifier la texture sonore. On va juste vous présenter donc ces premiers extraits. On a demandé donc à l'étudiante de travailler avant avec l'objet et dans un deuxième moment de développer dans l'espace. On vous laisserait. Il n'y a pas de son. Voilà, c'est ça.
Elle est en train de tester des mouvements qu'elle a déjà travaillé tout à l'heure, mais cette fois-ci avec ce feedback sonore qui est donné par nous. Là, c'est la partie sans objet. On a demandé de développer ce qu'elle avait ressenti et ce qu'elle avait traversé. La première chose intéressante pour l'étudiant qui traverse l'exercice, c'est déjà la sonorisation des réponses musculaires. C'est-à-dire parce que c'est quelque chose qui fait pas partie du visible, c'est un ressenti un peu plus interne qui vient être augmenté justement pour revenir à la définition de réalité augmentée et réalité virtuelle. Dans ce cas, c'est une augmentation de la tension musculaire à travers les sons. Oui, et juste aussi ce qui est intéressant parmi d'autres choses, c'est que effectivement les sons amènent un peu les développements du geste. En fait, cette torsion qui au début était juste au niveau des mains, petit à petit, comme vous voyez là, commence à se transférer au niveau de la colonne, commence à s'organiser et se déployer en fait au niveau du corps et de l'espace environnant pour trouver en fait, à partir aussi de cet imaginaire du feedback sonore, d'autres manières de construire les gestes et les déployer dans l'espace. Oui, un élément intéressant, c'est on va proposer un extrait par rapport à les différents tests qu'on a fait avec les étudiants. C'est cette convergence ou conflit par rapport à la mémoire tactile de l'objet sur lequel les étudiants ont travaillé et la sensation tactile fournie par les sons. C'est-à-dire, vous voyez que les sonorités choisies renvoient à un univers tactile, c'est-à-dire à travers l'information auditive, on reçoit aussi des informations tactiles parce que les sons c'est une matière. Et donc, selon l'objet, il y avait soit des convergences, soit des oppositions par rapport à la matière tactile réelle et la matière tactile produite par les sons. On va passer au deuxième exercice qu'on va vous présenter. Donc c'est un dispositif avec lequel on a souhaité travailler sur l'écoute. Et quand je parle d'écoute, en fait, je l'utilise au sens large. Ce n'est pas juste l'écoute au niveau auditif, mais chose qu'en danse, on utilise énormément. L'écoute en tant qu'écoute de l'autre, de la présence de l'autre, des mouvements de l'autre. Donc là aussi, je vous explique brièvement l'exercice. On a demandé à une étudiante de se placer dans l'espace avec les yeux fermés, qui est dans l'image d'étudiante qui est devant, de prendre conscience de sa verticalité, de son volume corporel et de son inscription dans l'espace de la salle.
Et successivement, on a demandé au binôme, parce qu'elle travaillait en binôme, de s'est positionné juste derrière en créant des contacts, des vrais contacts au niveau des bras, du bassin, du buste et éventuellement de la tête. Et à partir de là, les deux personnes ont été invitées à prendre conscience déjà de la respiration et de se caler au niveau de la respiration avec la consigne d'essayer de se penser comme un territoire commun, donc cette espèce de volume du corps qui se redouble dans les volumes de l'autre. Et on a demandé à la personne qui est placée derrière de proposer de tout petits mouvements en restant à l'écoute. Avant cet exercice, on avait déjà fait un exercice de body-mind centering, une pratique somatique sur vraiment les contacts, les touchés et la façon dont on peut, disons, rentrer en contact en profondeur avec l'autre personne. Donc, dans un deuxième moment, et ça c'était un peu le but de l'exercice, on a demandé à la personne qui est derrière de faire un pas et de créer une distance et de proposer quand même des mouvements. À ces moments-là, bien évidemment, n'ayant plus de contact, la personne qui est devant a, disons, juste... Oui, plusieurs manières d'écouter l'autre, disons. Mais en tout cas, c'est cet état de concentration et d'écoute qui est induit par la consigne qui nous intéressait et l'état dans lequel, justement, cette personne se retrouve à écouter quelque chose qui concrètement, n'a plus vraiment de référence. Dans un deuxième moment, chaque binôme, disons, a fait l'expérience des capteurs. On a répété ces mêmes protocoles avec des capteurs là aussi spécifiques et en utilisation du son. Oui, il s'agit de deux bagues qui sont justement des accéléromètres qui enregistrent la variation de la position. Dans ces cas, au niveau sonore, je voulais créer des ambiances très mélodieuses qui permettaient en fait de se mettre dans ces conditions, dans cet état d'écoute de l'autre et de confiance réciproque. Donc tout simplement, à travers la rotation de la main, on change la couleur du son et on produit des mélodies pentatoniques, qui sont des mélodies très mélodieuses, très utilisées dans différentes cultures musicales. On va déjà montrer la première étape où elles sont en contact. Déjà, et on le verra encore mieux peut-être après, comment il y a une sorte de retour au niveau de la tonicité de la personne qui traverse l'expérience par rapport au feedback sonore qu'elle produit. Il y a tout en partie, disons, de réponse involontaire au son.
Dans ce cas, c'est une deuxième partie de l'exercice dans lequel les deux étudiants ils sont un peu plus éloignés. La consigne était celle-là, mais c'était pas toujours facile de la respecter. Vous voyez là déjà un deuxième retour au niveau tonique et corporel, c'est-à-dire cette tension vers les hautes qui suit en fait les tonalités aiguës de la mélodie. Vous voyez très clairement ce mouvement des projections. Hein. Presque avec les doigts, comme pour tester, toucher la matière sonore et l'espace en même temps. En tout cas, on voit bien comment ces retours en fait, sonores déterminent un autre type d'écoute de l'étudiante même sur son geste, son mouvement et sur la façon de l'exécuter. Oui, pour résumer, dans ces cas, on a deux différentes réponses motrices qui sont déterminées du fait qui sont, disons, renforcées à partir du fait qu'il ne s'agit pas de la musique qui s'est autour de l'exercice, mais qui s'est produit directement à partir du mouvement. Et il y a justement toutes des réponses motrices non conscientes qui sont de réflexes par rapport au son. Et des réponses volontaires qu'on a vu, tous ces mouvements de projection, de chercher d'attraper quelque chose, qu'ils sont des projections au niveau du mouvement à partir du son. Et aussi cette relation entre la variation de la fréquence sonore et la variation de la tension musculaire, c'est-à-dire on remarque en fait que en allant vers des fréquences plus aiguës, on produit en fait dans les mouvements une tension majeure en fait, une sensation de tension majeure. Et c'est un aspect qui revenait dans tous les couples qui ont testé cet exercice. On vous remercie pour l'attention. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a une question? Moment très relaxant. On avait besoin. Donc tout d'abord, merci beaucoup pour votre présentation. J'aurais une question, c'est comment est-ce que vous avez choisi les sons auxquels vous avez exposé vos étudiants? Toutes les matières sonores sont composées, c'est moi le compositeur des sonorités, disons, les travails, Federica travaille plutôt sur les dispositifs pédagogiques, moi je travaille plutôt sur la partie de création sonore et des programmations des interfaces. Comme je disais, il y a soit en finalité pédagogique, donc par exemple dans le deuxième exercice, le fait de créer une ambiance éthérée et mélodieuse, donc qui permet en effet une situation de confiance entre les deux étudiants. Dans les premiers exercices, j'ai travaillé par contre sur plutôt des matières organiques.
C'est-à-dire, comme les centres de travail, c'était l'utilisation de l'attention musculaire par rapport à la manipulation des objets, j'ai travaillé sur des sonorités organiques, donc qui pouvaient rappeler ce travail avec l'attention musculaire à travers les processus d'imagination, que c'est très fort, surtout du moment qu'il n'utilise plus l'objet. Par exemple, en ayant une sonorité pas du tout organique, une sonorité instrumentale, on aurait eu un résultat très différent. Juste, j'ajoute, c'est une très bonne question parce qu'en fait, pendant les cours, donc les développements de ces exercices, on a eu à certains moments, de la part de certains étudiantes, des retours en nous disant, par exemple, avec ces sons-là et cet objet-là, je n'arrivais plus en fait à garder en même temps les sensations que j'avais acquis de l'objet avec les sons que vous m'aviez proposés. Pour moi, ça faisait pas sens. Donc, soit j'écoutais les sons, soit je restais sur mes sensations. Et ça, c'est quelque chose qu'on va essayer sur lequel on va essayer de travailler parce que je trouve que c'est très important les feedbacks et les types de sons peuvent produire sur les personnes. Oui, c'était un peu ce à quoi j'étais en train de penser en fonction. Donc là, il y a quand même plusieurs dissonances que vous proposez au niveau des sons. Enfin, ça frotte entre guillemets. C'est pas forcément des choses très harmoniques tout le temps. Et si on joue justement, si ça frotte plus ou moins, si on va plutôt dans les sons graves, plutôt dans les sons aigus, je pense que les résultats ils vont être vraiment différents et étonnants. Et c'est une partie très importante de notre travail, c'est justement réfléchir sur pourquoi utiliser une certaine sonorité, comment on a désigné certaines sonorités plutôt qu'un autre. Bien. J'avais une question. Est-ce que quand on fait de la rééducation en Rehab Gaming, on fait une rééducation sur fond sonore ou pas du tout? Est-ce que ça inspire Marie? Parce que je pensais là, la tension musculaire, etc. Bien sûr, ça influe. Il y a possibilité d'avoir un feedback auditif en plus d'un feedback sonore. Et donc, ça immerge encore plus les patients. Et bien... Oui, c'est fait. C'est fait, oui. Mais sur la base de quoi, en fait, les sons? Alors, nous, on a intégré des feedbacks positifs ou des feedbacks négatifs, c'est-à-dire que quand la personne fait bien le mouvement, elle entend un son en particulier quand elle marque des points. Et par contre, si sur certaines applications, quand le patient dépasse les amplitudes qu'on lui a demandées, ou s'il s'arrête de bouger, il y a d'autres sons, donc on appelle ça des feedbacks négatifs. Mais en fait... Le mouvement de torsion, ouais. Il y avait une sorte de corrélation entre le mouvement et... Oui, tout à fait. Et tout ça sur du papier ou... Tout à fait. Ce qu'on peut imaginer aussi, c'est un petit peu les bips comme les radars de recul des voitures. Donc au fur et à mesure qu'un patient atteint une amplitude en particulier, on aurait un bip qui pourrait l'aider à s'orienter et se diriger dans l'espace. C'est envisageable, ouais. Et c'est en partie fait. Ce serait intéressant en fait d'introduire dans les dispositifs que vous avez présentés vraiment un parcours sur les sonorités, c'est-à-dire, comme on disait tout à l'heure, une certaine sonorité peut induire un certain comportement ou un autre. Donc c'est tout un univers à explorer à mon avis. Oui, juste pour rebondir sur ce thème, je pense que, alors c'est un avis qui n'engage que moi, mais le fait donc d'interagir dans l'univers donc d'un serious game en réalité virtuelle, réalité augmentée, où on est immergé dans un environnement, dans un jeu. Pour moi, le travail sonore que vous proposez, on voit d'ailleurs très bien vos élèves qui ont les yeux fermés, qui sont vraiment immergés, qui se concentrent sur le son, sur leur mouvement. Et pour moi, on ne pourra pas avoir cette même centration sur soi-même qu'on a vraiment, où la personne elle cherche, elle a conscience de son corps avec le son, et c'est une recherche un peu du mouvement, alors je vais pas dire juste, mais d'un mouvement en tout cas qui lui paraît approprié dans ce contexte-là, à ce moment-là. Et si on rajoute le jeu et la recherche d'objectifs de jeu qu'on a avec tout un scénario, etc., comme on a pu le voir,
on peut pas à la fois allouer justement des ressources cognitives au jeu, plus à ce qu'on essaye de faire, parce qu'il y a un message sérieux qu'on est en train de faire passer, plus la concentration sur le son pour essayer de trouver quelque chose, ça commence à faire beaucoup. Donc je suis pas sûre que ça soit complètement groupable, on va dire ça comme ça, mais en tout cas c'est intéressant. Justement, on pourrait imaginer un jeu de posture uniquement guidé par le son, où le patient il a les yeux fermés, il essaye de trouver le mouvement juste, sans du coup environnement ludique. Sauf que quand on forme sur des gestes procéduraux, ça peut être intéressant. Alors non pas de reproduire, entre guillemets, une sorte de flottement intellectuel, je ne sais pas quoi, mais on se radar de recul, alors c'est effectivement un peu bizarre, mais on pourrait imaginer des choses comme ça. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont une musique sur la tête quand ils bossent. Ils bossent pas? Ils ne l'écoutent pas? Ah ben ça, j'en sais rien. Ah bon? Je sais pas, je veux des données objectives. Mais en fait... Oui. Et puis ensuite, ça sera la dernière réponse parce qu'on a la table ronde après à installer. Mais juste aussi par rapport à cette dernière question, l'un de nos buts de développement pour le futur, c'est plutôt de cibler des éléments très précis. Par exemple, juste la colonne vertébrale ou des éléments, par exemple, du coup, on pense aussi à comment ça pourrait amener notre conscience pour des musiciens qui jouent ou pour, moi j'ai pensé à ces gestes quand vous avez parlé de ces savoirs et de ces gestes techniques en fait. Qu'est-ce que ça pourrait apporter dans un contexte pour un ostéopathe ou pour quelqu'un qui doit, je sais pas, opérer, je sais pas, mais c'est un monde que je connais pas du tout, donc merci un peu. Merci beaucoup. Merci. Alors, on vous propose quand même de vous aérer un peu dans le froid. Hein. On a coupé la clim en fait qui nous envoyait du froid, mais écoute, bravo. C'est vrai. Aux étudiantes parce qu'elles rigoleraient beaucoup. Et un café vous attend.